cette cinquième vidéo est potentiellement notre dernière partie hein, pour Kyivstar. Dans la dernière vidéo, on a parlé du profil de marge et du profil de réinvestissement, ce qui nous amenait à nos flux de trésorerie libres à l'entreprise. C'est une chose de trouver les revenus potentiels, les marges potentielles, le réinvestissement potentiel, mais la prochaine question qu'il faut se poser, c'est à quel point ces flux de trésorerie-là sont risqués, right? Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ensuite, on va tout intégrer ça pour essayer de voir si on a une valeur pour l'entreprise. Donc, dans les risques associés aux flux de trésorerie, on commence toujours par notre taux sans risque, hein. Et donc, notre taux sans risque va être ici, le taux obligataire à 10 ans en dollars américains. Et la raison étant que les états financiers de Kyivstar sont en dollars américains. Donc, on veut une adéquation entre la devise des états financiers et le taux sans risque. Donc, et ça se peut que mes chiffres soient juste un petit peu euh, 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 outdated parce que j'ai fini ça le 31 octobre et là aujourd'hui on est le 4 novembre. Donc au 31 octobre, c'était 4,09 sur le taux obligataire à 10 ans américain. Bien sûr, quand on parle d'un taux sans risque, on veut vraiment un rendement sans risque. Par contre, le risque de défaut du gouvernement américain, il est réel, donc il faut soustraire ça. Et donc, on va avoir notre taux obligataire de 4,09. On enlève le risque de défaut via les CDS américains de 0,6 et on obtient un taux sans risque de 3,49. Donc, 3,49, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, on veut notre prime de risque implicite sur les actions. Donc, la prime de risque implicite sur les actions, c'est lorsque on, on, on compare le niveau de l'indice boursier, le S&P 500 aujourd'hui, par rapport aux anticipations de croissance des bénéfices de l'indice à travers le temps. Et on trouve le I. Aujourd'hui, j'ai un estimé qui est environ à 4 la prime de risque implicite sur les actions. Je trouve que c'est une méthode beaucoup plus efficiente que regarder le passé, hein, parce que si vous comparez, euh, par exemple, le rendement sur les actions par rapport au rendement sur les obligations dans le passé, une chose que vous allez vous rendre compte, c'est que votre écart type est très élevé. Et donc, euh, et donc si vous ajoutez deux écarts types, par exemple, de chaque côté, vous allez avoir un résultat que ça ne donne pas vraiment une bonne intuition. Tandis que si vous regardez le futur, hein, qu'est-ce que le marché s'attend en termes de surperformance des actions par rapport aux obligations? Ça, je pense que ça donne une meilleure idée. Donc aujourd'hui, mon estimé est environ à 4 euh, Donc ça va être notre base, mais puisque donc la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on prend une prime de risque implicite sur les actions dans un marché mature, les États-Unis étant un marché mature, mais ensuite, on va rajouter la prime de risque pour le pays où les opérations se trouvent. Dans le cas de Kyivstar, 99,5 des opérations se trouvent en Ukraine, le 0,5 étant en Ouzbékistan. Et donc, on va essayer de trouver une prime de risque pour l'Ukraine. Et donc, il y a plusieurs choses que j'ai essayées. La première étant qu'il y avait des obligations ukrainiennes qui étaient dénominées en USD, mais ça ne faisait pas beaucoup de sens parce que les taux de rendement qui étaient, malgré qu'il y a quand même une certaine logique, là, parce que c'est toutes des obligations qui sont de 1 an ou moins, donc et vous voyez les taux de rendement nominaux. Par contre, c'est toutes des obligations à 1 an et demi, donc je ne peux pas vraiment utiliser ça parce on a un horizon de prévision de 10 ans. Et donc, j'ai été voir ensuite les agences de crédit. Donc, du côté de Fitch, on a un défaut restreint basé sur l'impact de la guerre et un historique de défaut. Chez S&P, on a une note de double C avec une perspective négative. Et chez Moody's, on a une note de CA3 avec une perspective négative et un risque de crédit très élevé. Ensuite, j'ai été voir le Fonds monétaire international sur la dette ukrainienne depuis que des données sont disponibles. Et on peut voir que en 2025, l'endettement public est de un petit peu plus que 100
Fait que ça aussi, c'est négatif. Donc, clairement, je ne peux pas prendre le 4,6% parce qu'il y a un taux de défaut qui est réel. Si on prend les agences de notation, la dette totale. Heureusement, j'ai pu trouver un document qui prend historiquement c'est quoi les taux de défaut par rapport à la cote de crédit pour des États. Et donc j'ai pris le S&P double C ou CA3. Donc CA3 chez Moody's, c'était environ 11% de spread. Et S&P, on avait CC 14. Et chez Fitch, on avait un défaut restreint, donc encore pire. Donc, j'ai pris celui du milieu, le 14, juste pour qu'on ait quelque chose. Dans tous les cas, le 14%, ça veut dire que il y a un risque de défaut qui est réel. Il y a vraiment un problème au niveau de la cote de crédit de l'État, puis c'est normal, c'est un pays qui est en guerre. Donc ça va être vraiment au début. Par contre, on va faire également des hypothèses. Donc ça, c'est notre 14%. La raison que... et donc, il faut juste se souvenir qu'on est dans un scénario où ce scénario-là dit que l'Ukraine va demeurer souveraine. Et donc, c'est pour ça que, supposant que le conflit se termine aujourd'hui, je pense qu'on pourrait voir la prime de risque pour l'Ukraine diminuer de moitié sur euh, l'échantillon de prévision. Et donc, de 14% vers 7%. Right? S'il n'y a plus de conflit, clairement, les finances publiques de l'Ukraine devraient s'améliorer à travers le temps. Je pense que ça fait du sens. Et donc, notre prime de risque implicite sur les actions ukrainiennes, ça va être la prime de risque implicite sur les actions d'un marché mature, notamment les États-Unis, plus le spread associé aux opérations de l'entreprise. Donc, de 18% et qui diminue à travers le temps vers 11%. Par la suite, il faut notre bêta. Et donc, le bêta va être, c'est quand même une entreprise de télécom, donc généralement, c'est une entreprise qui est un type d'entreprise, un type d'industrie qui est moins risqué. Et donc, j'ai pris un échantillon mondial de télécom et j'avais un 0,75 ici. Ensuite, le ratio debt to equity. Et donc, ça, c'était sans effet de levier. Donc, c'était déjà ajusté pour l'effet de levier. Et donc, j'ai mon debt to equity ratio pour Keepstar, donc qui est très bas. Et donc, je pense que ça va rester là à travers le temps. Debt to equity ratio. Et ensuite, on a le taux d'imposition marginal en Ukraine. Et voilà. Ce qui va nous faire un bêta avec effet de levier si on ajuste. Donc, on va avoir notre 0,75 avec l'impact du debt to equity ratio et on a 0,97. Et ça va être notre bêta et je crois qu'on peut le justifier par le fait que, même si l'entreprise devient une sorte de conglomérat pour le consommateur ukrainien, le mobile va demeurer une partie importante. Ensuite, on ajoute différents services pour vraiment que le consommateur soit à l'intérieur de notre réseau, mais donc qui puisse utiliser Uclone, LC, Keepstar TV, etc., etc. Donc, je pense que c'est pour ça que le bêta va être sensiblement au niveau du marché. Donc voilà. Par la suite, donc vraiment, on a nos 3 facteurs pour le coût des fonds propres. Par contre, ensuite, il faut avoir le coût de la dette. Le coût de la dette pour des compagnies ukrainiennes est, et là, j'ai fait une hypothèse qui est particulière, c'est le fait que je pense que Kyivstar est plus solvable que le gouvernement ukrainien. Et donc, c'est pour ça que je pense que, du moins, que j'ai pris le 15,5 qui est actuellement le taux de la Banque centrale ukrainienne. Et je me dis qu'elle peut sensiblement emprunter au même niveau que, qu'une banque centrale, ben, pas qu'une banque centrale, mais sur le marché interbancaire. Parce que, donc, premièrement, c'est une grande entreprise ukrainienne. Deuxièmement,
pas nécessairement beaucoup de dettes. Donc, je me dis que ces taux d'emprunt vont être environ à ce niveau-là. Parce que quand on regarde son ratio de couverture des intérêts, il est quand même assez bon. Donc voilà. Et au même constat, je pense que si jamais l'Ukraine demeure souveraine, les coûts d'emprunt pour des compagnies ukrainiennes vont diminuer, notamment Kyivstar va diminuer avec le temps. Par la suite, le poids des capitaux propres et le poids de la dette, je pense qu'ils vont juste s'ajuster un petit peu à travers le temps. Donc, en s'ajustant un petit peu à travers le temps, je pense qu'ils vont aller vers 2 tiers, 1 tiers. En ce moment, beaucoup de capitaux propres chez Kyivstar, peu de risques de dette. Par contre, si l'Ukraine tend vers un futur souverain, je pense qu'il va y avoir un certain rééquilibre au niveau de l'endettement optimal pour Kyivstar. Et donc, vous pouvez voir que ça change un petit peu à travers le temps. Donc, ce qui va faire coût des fonds propres, hein, right? Notre taux sans risque plus bêta fois la prime de risque sur les actions. Donc, notre coût des fonds propres va diminuer avec le temps, notre coût de la dette va diminuer avec le temps. Et donc, bien sûr, ça, c'est ajusté pour le taux d'imposition marginal. Et ensuite, si on multiplie le poids des capitaux propres par le coût des capitaux propres et le poids de la dette par le coût de la dette, on voit que notre coût du capital à travers le temps va être va passer de 20,3 aujourd'hui à 12,5. Une fois qu'on a ça, hein, on a tout fait ça pour obtenir notre coût du capital, ben maintenant, c'est la grande finale, hein, parce qu'on a nos flux de trésorerie libres à l'entreprise, on a notre coût du capital, ben maintenant, on peut actualiser tout ça. Hein, le 289 millions, on l'actualise à 19,3 sur un an. Et on fait la même chose de 951 millions dans 10 ans à 12,5 sur 10 ans. Et la somme des flux de trésorerie actualisés de 2 549 millions de dollars. Par contre, ça, c'est pour les 10 ans. Il nous faut notre valeur terminale. Donc, notre valeur terminale va être notre EBIT 1-T qu'on a ici, ici en l'année 10 et on va rajouter un an, donc la croissance 2 ça, c'est juste un estimé. Le plus important, c'était de plafonner notre taux de croissance à long terme par rapport aux obligations de 10 ans. Donc, on ne veut pas que notre taux de croissance soit plus grand qu'une approximation du taux de croissance de l'économie. Hein, parce que si vous avez, par exemple, votre entreprise qui croît 20 ou 10 éternellement, puis que l'économie croît à 5 éternellement, ben un jour, dans le futur, votre compagnie va devenir plus gros que la planète. Puis ça ne fait aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'on veut au moins plafonner le taux de croissance à long terme, surtout dans la valeur terminale. Sinon, ça vient juste exploser le modèle. Et donc, on rajoute 2 à notre EBIT 1-T de l'année T plus 10. Et donc, ensuite, on enlève le réinvestissement. Le réinvestissement, je l'ai mis à 2 Le 2 on l'obtient en ayant le taux de croissance stable, 2 et on divise par le retour sur investissement stable à travers le temps. Donc, ici, j'ai 10 Le 10 il vient d'ici, où est-ce que j'ai le rendement sur le capital investi, où est-ce que je cible 10 Donc, ici, j'ai calculé le rendement sur le capital investi pour des entreprises comparables que Kyivstar donnait dans sa présentation aux investisseurs. Et vous pouvez voir que les rendements sur le capital investi varient par compagnie. Donc, et une des particularités du marché des télécoms, c'est que la réglementation n'est pas uniforme à travers le monde. Right? Chaque pays va avoir sa propre réglementation au niveau des télécoms. Et donc, ça fait en sorte que les chiffres qui sont là, je ne sais pas à quel point ils reflètent ce qui va se passer en Ukraine, mais bon, je prends ça comme une idée. Parce que, par exemple, si, mettons Safaricom, OK, celui qui est ici, 18,4, peut-être que la réglementation au Kenya est totalement différente de la réglementation en Hongrie. Ce qui fait en sorte qu'on peut obtenir des. Je recommence.
peut-être que Safaricom, l'entreprise qui est ici, la réglementation au niveau des télécoms au Kenya est totalement différente de la réglementation, par exemple, ici au Royaume-Uni. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment comparer les rendements sur le capital investi juste parce que les structures de marché, la réglementation peut être différente d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça que je voulais juste me donner une idée ici, mais euh, je ne voulais pas aller dans le 18% parce que ça me semble élevé, sans nécessairement connaître à la fine pointe les différences dans la structure de marché, mais j'ai mis un 10%, 10% qui correspondait par exemple au marché australien puis au marché néerlandais. Ensuite, je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée. C'est un des aspects plus difficiles de mon évaluation. Ce qui fait en sorte que si on prend 2% et on divise par 10%, ça nous fait un réinvestissement de 20%. Donc, 20% de notre EBIT 1-T plus de l'année suivante. Donc, 1 milliard 21 millions, on enlève 205 millions, ce qui nous donne 817 millions. Donc, le 817 millions, par la suite, on va diviser par le coût du capital moins la croissance. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, on prend le 817 millions, on divise par le coût du capital 10% moins la croissance 2%, donc par 8%, ce qui nous donne 10 milliards 214 millions 785 920. Donc, ça, c'est la valeur de tous les flux après les 10 ans de prévision. Par contre, ce montant-là, il faut l'actualiser, right? Parce que ce montant-là va juste être dans 10 ans. Et donc, lorsque je l'actualise, donc, je vais l'actualiser au coût du capital que je pense dans le futur, qui va être environ 10%. Pourquoi 10%? Juste parce que je veux que le rendement sur le capital investi soit égal au coût du capital. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rendement excédentaire. Ça veut dire que lorsque, par exemple, Kyivstar réinvestit, elle ne gagnera pas un revenu supérieur à son coût du capital. Parce que je ne pense pas qu'elle a un moat si incroyable que ça. Et du moins, je ne peux pas me prononcer pour l'instant à savoir si elle a vraiment des avantages concurrentiels qui qui peuvent pas être reproduits dans le temps. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle ne gagnera pas de rendement excédentaire sur son coût du capital. Et donc, si je dis que son coût du capital, c'est 10%, si je dis que son rendement sur le capital investi, c'est 10%, bien, clairement, je vais égaler son coût du capital à 10% pour signifier que je ne pense pas qu'il y a davantage concurrentiel supérieur à long terme pour Kyivstar. Donc, ici, je vais prendre le 10 milliards 214 millions 785 920 et je vais actualiser à 10%, exposant 10 parce que c'est le montant qu'on a dans 10 ans. Ce qui me donne 3 milliards 938 millions 242 164. Donc, on reprend ces deux chiffres-là ici et on a notre valeur d'entreprise de 6 milliards 487 millions 901 146. On enlève, ça c'est la valeur d'entreprise, mais nous, on veut la valeur des fonds propres. Donc, on enlève la dette au 30 juin 2025, elle était de 413 millions, donc il n'y a pas de chiffre plus près. Et on rajoute le cash qui était de 458 millions, qui nous donne la valeur des fonds propres. Par la suite, on va juste faire un petit ajustement parce qu'il y a des warrants qui sont en circulation et ils sont in the money. Donc, les warrants étaient à 11,5 et en ce moment, les actions de Kyivstar se négocient à 16. Donc, clairement, ils sont in the money. Les gens qui détiennent des warrants pourraient les exercer. S'ils les exercent, il va y avoir un revenu supplémentaire qui va revenir à Kyivstar. Et on va juste ajuster le nombre d'actions en circulation si les warrants sont exercés vu qu'ils sont maintenant in the money. Donc, la valeur des fonds propres ajustés de 6 milliards 621 millions 451 146. Le nombre d'actions en circulation, 218 millions 700 000 actions. Les warrants, si on les convertit puisqu'ils sont in the money et qu'on utilise les revenus qui sont générés par les warrants pour racheter des actions, on aurait 1,3
1 350 000 actions supplémentaires, ce qui donne notre total à 220 millions 50 000 actions. Donc, on a notre valeur d'entreprise ici, ajustée. On va prendre ça et on va le diviser par le nombre d'actions en circulation, incluant les warrants ajustés. Et donc, dans une Ukraine souveraine, on aurait une valeur de 30 $ par action. Par contre, il ne faut pas oublier que tout le scénario qu'on vient de faire, c'est dans un scénario où est-ce que l'Ukraine est souveraine. Donc, que le conflit se termine, que l'Ukraine conserve la majeure partie de son territoire. Il faut quand même être honnête et dire qu'on ne sait pas de quel côté cette situation-là va se terminer. Donc, dans une Ukraine souveraine, on aurait une valeur de 30 $ par action, 30,09. Dans une situation où est-ce que la Russie prend la totalité de l'Ukraine, je pense que les actions de Kyivstar vont valoir zéro. La façon que ça marcherait, je pense, c'est que Kyivstar deviendrait une société d'État russe. Les actionnaires de Kyivstar seraient, I think, kick out. Donc, je ne sais pas exactement la mécanique que ça fonctionnerait. Mais bon, je pense que les actionnaires de Kyivstar dans une situation où est-ce que la Russie prend l'ensemble de l'Ukraine seraient grandement impactés. Ne sachant pas de quel côté le conflit va se régler, je pense que pour l'instant, c'est 50-50. Personne n'a vraiment une bonne idée de quel côté ça va aller. Donc, si je mets 50% pour chaque scénario, j'obtiens 15,05 pour la situation de l'Ukraine souveraine et 0 pour la situation qu'il y a un takeover par la Russie. Donc, avec mes deux scénarios, j'obtiens une valeur de 15,05. Et la valeur au 3 novembre de Kyivstar était de 13,94 $ par action. Donc, il serait seulement sous-évalué de 8 ce qui n'est pas vraiment une grande marge de manœuvre pour un sujet aussi complexe. Par contre, je crois que l'opportunité, c'est vraiment si une personne pense que l'Ukraine va demeurer souveraine. Ça, par exemple, les actions pourraient être sous-évaluées de plus que 100 Donc, c'est la fin de notre évaluation. Merci d'avoir été là et je vais revenir très bientôt avec un autre sujet passionnant. Et ah oui, je voulais peut-être juste avant de finir, ouais, ça c'est ce que Wall Street en pense actuellement. Donc, on peut se comparer à Wall Street. C'est toujours quelque chose que je fais seulement à la fin de mon évaluation parce que je ne veux pas être influencé par d'autres personnes dans mon évaluation. Mais à la fin, c'est toujours le fun de se comparer pour voir, OK, est-ce que je suis vraiment loin? Est-ce que des autres? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en date du 3 novembre, Kyivstar, il y a 6 analystes qui suivent l'entreprise. Les 6 ont un achat et la moyenne est à 17,05 $ par action. Donc, nous, on est à 15,05. Donc, on est un petit peu plus pessimiste que la moyenne de Wall Street. Donc, mais il ne faut pas oublier que nous, on a un scénario dans l'Ukraine souveraine. Ça vaut 30 $ par action. Donc, ça, je pense que c'est vraiment ce que mon analyse différencie, c'est le fait qu'on a un scénario pour l'éventualité d'une Ukraine souveraine. Donc sur ce, merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous êtes un analyste, si vous êtes juste une personne qui aime la finance, je prends tout ce qui peut m'être dit. Vraiment du plaisir à faire ça. Donc merci d'avoir été là. C'est super. J'espère que vous avez appris certaines choses et on se retrouve très bientôt pour un autre projet d'évaluation. Sur ce, merci d'avoir été là et à bientôt.